Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gaoufou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo qui va être super intéressante parce qu'on va parler de l'équipe qui l'a fait et qui a été à tout jamais la première équipe à gagner la Ligue des Champions. Oui, je pense que voilà, il n'y a pas besoin de décrire encore un peu plus que ça en France, qu'il n'y a qu'une seule équipe qui l'a fait, c'est l'OM. Et oui, aujourd'hui, on va parler de l'OM. Je suis obligé de parler de l'OM. Et comme on dit, on garde le meilleur pour la fin. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je pense que c'est l'équipe sur lequel il y a le plus de choses à dire, tant au niveau du mercato, qu'au niveau de la saison passée, qu'au niveau des ambitions du coach. C'est l'équipe qui aura, je pense, sur cette saison, la plus grosse hype en Ligue 1, bien sûr, si vous n'êtes pas un suiveur de l'OM. Si vous êtes parmi les supporters d'autres clubs, peut-être que c'est pas votre cas, mais moi, je pense que quelqu'un qui suit le football, qui débarque, qui arrive, qui nous demande « Ouais, en Ligue 1, je regarde quelle équipe ?» Aujourd'hui, bah, je vais parler de l'OM, moi. Moi, je vais vous parler de l'OM. Je vais vous parler de l'OM. Je suis obligé. Je suis obligé. J'ai beau supporter d'autres clubs, voilà, mais l'OM, aujourd'hui, c'est un projet qui hype. Il y a un truc autour. L'OM, le Champions Project, enfin. Moi, je me pose la question et je pense que je suis en train d'y répondre déjà dans l'intro de cette vidéo. Donc, on va présenter cette équipe, parce que bon, quand même, moi, je pars du principe où je débute quelque chose sur la chaîne. Il faut quand même que je sois exhaustif dans ce que je vais faire. C'est une équipe qui est 9 fois championne de France. Voilà. C'est une équipe qui a gagné 3 fois la Coupe de la Ligue. C'est une équipe qui a 10 Coupes de France. C'est une équipe qui a été une fois vainqueur de la Ligue des Champions. C'est la seule. Voilà. On va pas passer par 4 chemins. C'est la seule à l'avoir fait en France. Il faut le dire. 74 saisons en Ligue 1. 31 joueurs pro, dont 22 étrangers, 13 internationaux. Une moyenne d'âge d'environ 24 ans. C'est assez jeune quand même en Ligue 1, il faut le souligner, mais ça reste plutôt expérimenté hein, quand même. Mais rajeunissement de l'effectif, on comprend, on voit, on gère. Voilà. Ils vont évoluer au Orange Vélodrome, le stade Vélodrome, historiquement, qui est le plus gros stade de club en France. Donc concrètement, il y a de l'ambiance, et on l'a vu la saison passée, beaucoup de performances à domicile. C'était peut-être moins le cas aussi à l'extérieur, mais super intéressant à suivre. À environ 300 millions d'euros de valeur marchande pour un effectif total d'une trentaine de joueurs. On voit, ça fait à peu près 9 millions par joueur. C'est une équipe qui va être entraînée par Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi, si vous ne le connaissez pas, je vais vous le présenter, on va en reparler. 8e la saison passée, 8e. C'est une saison donc sans Coupe d'Europe, parce qu'ils n'ont pas non plus gagné la Coupe de France. On va revenir un petit peu sur leur parcours la saison passée. La saison passée, c'était 25 départs, environ 72 millions de recettes pour 29 arrivées, 102 millions de dépenses. Ils ont dépensé à tir, à l'arigot, ils ont dépensé à gogo, ils ont dépensé partout, sur toutes les lignes. On a vu du Renan Lodi, on a vu du Iliman Ndiaye, on a vu du Ismail Assar, on a vu du Malinowski, on a vu du Quentin Merlin, même s'il arrivait au mercato d'hiver. On a vu du Kondogbia, Mumbagna, Harit, Garcia, Murillo, tout le monde est arrivé, tout le monde a signé, Blanco, Aubameyang, Onana qui est arrivé en prêt, Mugué aussi qui est monté, Nadir, Mugué, Soglo, il y a eu tout s'est passé comme ça. Tout s'est passé comme ça. Il y a eu beaucoup de mouvements dans cet effectif. Et on se souviendra aussi qu'il y a eu quelques départs, hein, je dis quelques. Mais Renan Lodi qui est arrivé l'été, qui est parti l'hiver. Under qui est parti du côté du Fenerbahçe, Suarez du côté d'Almeria, Isaac Touré, Milik, Malinowski, il y a eu Radonjic, il y a eu Elmas, Guendouzi, Kolasinac, il y a eu Sanchez, il y a eu Payet aussi, qui est un joueur emblématique, qui a passé 9 saisons au club, qui est parti du côté de Vasco da Gama au Brésil. Strootman aussi qui est parti du côté de la Serie A, Malinowski du côté de la Serie A. Donc beaucoup de trentenaires qui ont quitté le club et qui ont vu leur place être prise par d'autres joueurs qui, on le verra, mais sont beaucoup plus jeunes. L'année dernière, ça a été une saison décevante malgré une très bonne perf en Europe. La bonne perf en Europe, elle s'explique par aussi des gros matchs au Vélodrome, des très gros matchs au Vélodrome qui ont été très bien joué par cet effectif marseillais. Mais par contre, on voit 13 victoires seulement en Ligue 1, 11 nuls, 10 défaites. Donc c'était une équipe qui était plutôt régulière dans la première partie de tableau. On le voit, hein, je vais vous dire, ils sont passés, si je me trompe pas, seulement une journée en deuxième partie de tableau.
une seule journée dans toute la saison. Par contre, ils ont passé aussi que 5 journées dans le top 5. Ils ont passé aussi que 2 journées sur le podium, la journée 3, la journée 4. Pas assez pour être européen, hein, pas assez pour être européen, surtout quand tu sais que la plupart du temps, ils ont été 6e, mais que ça s'est joué à rien du tout, ça s'est joué à 1 point avec Lyon. Lyon qui a passé une saison catastrophique, première partie de saison catastrophique, mais qui a été la meilleure équipe en France sur la deuxième partie de saison. 52 buts marqués, 41 buts encaissés. Il y avait un petit effort à faire soit sur le plan offensif, soit sur le plan défensif. C'est vrai que là, on est sur une équipe qui a encaissé 1,20 buts par match. 1,20 buts par match, bon, ça veut dire que ça peut être mieux. Il faut aller chercher les 34, 35 buts encaissés. Idéalement, c'est ça, pas plus d'un but par match, pour espérer être européen et être parmi les places fortes de ce championnat. Ou sinon, si tu prends autant de buts, c'est que tu en marques beaucoup aussi. Et ça n'a pas été le cas. Parce qu'on a pu compter la saison dernière en Ligue 1 que sur Pierre-Emerick Aubameyang pour marquer des buts. 17 buts. Le meilleur buteur suivant, il est à 3 buts. Il y a 7 joueurs à 3 buts, ça fait 21 buts, certes. Mais il y a 7 joueurs à 3 buts en Ligue 1. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui s'est démarqué, qui est sorti du lot. Il a fallu toujours se réadapter. Mais ça s'explique aussi parce que la saison passée, tu as eu 3 coachs. Tu as eu Marcelino, première partie de saison. Enfin, même pas première partie de saison. Il est parti le 20 septembre, pardon. Après, tu as eu Gattuso. Gattuso, il arrive dans un contexte waouh. Il venait d'y avoir Frio qui était parti. Il venait d'y avoir quasiment Longoria qui quittait le navire. C'était vraiment, franchement, c'était compliqué. Il y a Benassia qui est arrivé aussi au mois de novembre pour remplacer Ribalta, qui était parti lui le 11 octobre. Franchement, très compliqué. Au mois de février, il y a des réunions entre les dirigeants, les joueurs, les supporters. Ça, c'est 5-6 février, si je me trompe pas. 20 février, départ de Gattuso. Gattuso, il a dû partir, il a quitté le club. Qui est arrivé? Eh ben, c'est papa, tonton, l'oncle merveilleux Jean-Louis Gasset qui réalisait une CAN catastrophique. Qui arrive, on se dit, mais Marseille, là, où va le projet? Le gars nous fait 5 victoires lors de ses 5 premiers matchs. C'est incroyable. Moi, franchement, c'est une partie de la saison où j'étais là, je me suis dit, mais vraiment, Marseille, ils sont très très chauds. Et après, ça a fait pchit. Parce qu'en fait, la problématique qui s'est posée la saison passée, c'était que Marseille était la 2e meilleure équipe à domicile en Ligue 1, à 1 point derrière Lille, pardon. Donc ça, c'est une très 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 belle chose. Mais c'était la 4e pire équipe à l'extérieur. Seulement 14 points pris à l'extérieur. 3 victoires contre notamment, je vais les citer, Le Havre, Clermont et Lorient. 3 victoires contre Le Havre, Clermont et Lorient. Il y a 2 équipes que j'ai citées là qui sont descendues. Donc c'était plutôt logique de les battre. Le Havre, promu la saison passée. Ouais, ok, t'as réussi à les battre chez eux. Donc, il y a une seule défaite à domicile, faut le dire. Voilà, ça veut dire que toutes les autres défaites, elles sont à l'extérieur. Une seule défaite à domicile, c'est contre le PSG qui avait quand même beaucoup d'avance l'année dernière dans sa qualité de jeu produit. Franchement, il y a eu 5 victoires, toutes compétitions confondues l'année passée. C'est pas assez. Quand on est l'OM, on fait une demi-finale de Coupe d'Europe, il faut être capable de gagner des matchs à l'extérieur. Et c'est ce qui s'est passé, on l'a vu contre l'Atalanta, ça s'est joué à l'extérieur. Le match retour où tu perds 3-0, c'est compliqué. Ça a été une belle saison. Au niveau des émotions, notamment pour les supporters à domicile, mais très peu au niveau des résultats. Il y a eu des émotions, il y a eu ce qu'il faut. Je pense qu'ils ont fait un beau spectacle du côté du Vélodrome, du Orange Vélodrome, mais pas suffisamment pour pouvoir s'adjuger la Coupe d'Europe cette saison. Donc on appuie sur le bouton reset, comme ils en ont l'habitude. Et malgré une bonne saison pour Aubameyang, Balerdi, Verretou et Mbemba, parce que pour moi, Chancel Mbemba, il fait quand même une belle saison. Bien qu'elle soit pas non plus stratosphérique sur le plan défensif. C'est vrai qu'on parle d'un défenseur central. Mais c'est l'un des joueurs qui marque le plus. C'est l'un des joueurs qui apporte le plus de cette énergie positive, notamment même dans les matchs importants. On sait, c'est un joueur de caractère qui a su être associé aussi à Balerdi. Il y a eu la découverte de Soglo, de Muguet, et une confirmation, enfin, pour Balerdi,
qui était arrivé il y a quelques années de ça, avec le rôle de joueur du futur. Ça a mis un peu plus de temps que prévu. Il a dû partir en prêt, si je me trompe pas, avant de gagner cette stature et s'imposer un petit peu en tant que titulaire du côté de l'OM. Par contre, le destin de l'OM, c'était 100 jours pour Jean-Louis Gasset. Donc 100 jours, après ces 100 jours-là, il fallait choisir un nouveau coach. Et Benassia et Longoria, ils ont su convaincre un des coachs les plus hypés et les plus hypants de notre époque, des 20 dernières années. Je pense c'est l'un des coachs les plus influents, pour citer qui d'autre que Guardiola pour introduire ce coach. Nouvel entraîneur après le départ de Jean-Louis Gasset, 45 ans, style tactique reconnaissable, incisif, agressif. Qu'est-ce que vous voulez? Coach de Brighton, il est là, il y a une hype autour de lui, il arrive, première expérience en Ligue 1, c'est son 8e club entraîné, c'est un système de jeu, c'est une façon de jouer qui chamboule tout. Et on l'a vu, en Première Ligue, il a réussi à faire de très très belles performances avec Brighton, 6e puis 8e, en sachant qu'il jouait la Coupe d'Europe l'année passée. On se rend compte aujourd'hui qu'il va évoluer principalement en 4-2-3-1, ça va être ça le système favorisé par De Zerbi, avec beaucoup de pressing, avec des ailiers très 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 incisifs. Pas forcément un joueur qui va être le joueur offensif en vue, ça va être vraiment un trio qui va beaucoup se battre devant. Prend environ 1,45 points par match en première division. C'est un ancien joueur aussi, faut pas l'oublier, il est passé par Milan, il est passé par Naples, il est passé par Cluj, en Roumanie, où il a été champion avec eux. C'est l'un de ses 2 titres gagnés. Le deuxième titre, c'est une super coupe d'Ukraine avec le Shakhtar. Donc ça a été l'un des clubs aussi qu'il a entraîné, Benevento, Shakhtar. Il est passé par Sassuolo aussi, où il a fait de belles choses. Palerme, où malheureusement, voilà, il avait un Palerme en Serie A qui n'était pas forcément au niveau. Donc beaucoup de choses à dire sur ce coach. Il cumule à peu près 40% de win, ça c'est important, mais aussi 34% de défaites, donc c'est plutôt un coach qui est équilibré, qui a eu des équipes qui n'étaient pas forcément pressenties pour être dans le très très haut de tableau. On est sur une première expérience dans un gros club, j'ai envie de dire, dans son championnat. Aujourd'hui on parle de l'OM, on parle d'un club qui doit finir 3e, au pire en Ligue 1 tous les ans. C'est l'ambition en tout cas dans laquelle il démarre 3 ou 4e à la rigueur avec le tour préliminaire, etc. Parce qu'on parle de Champions Project. Donc Champions Project, ça veut dire qu'on joue la Ligue des Champions. À partir de là, 3e place, c'est le minimum qui doit être visé en début de saison. Ça n'a pas été le cas ces dernières saisons, en tout cas pas de manière régulière. Donc aujourd'hui, ils ont mis les moyens. Ils ont mis les moyens notamment en recrutant du Mason Greenwood, en recrutant du Eli Wahi, des joueurs qui, à eux deux, vont coûter quasiment 50 millions d'euros au club, mais qui aussi sont pleins d'espoir pour l'avenir. Mason Greenwood, voilà, mine de rien, c'est 22 ans. Ok, on sait les soucis extrasportifs qu'il a eu, mais on va pas se mentir, aujourd'hui, un joueur comme Mason Greenwood qui arrive à Marseille pour 3 ans, si je me trompe pas, pour une certaine durée de temps, avec un coût, un salaire qui est je pense calculé aussi pour ce challenge sportif. On va se rendre compte aussi qu'un Eli Wahi qui a 21 ans, qui arrive de Lens, qui est là pour se relancer, c'est quand même pas mal. Il y a du Ismaël Koné qui est arrivé aussi, très 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 bon joueur du côté du Canada. On l'a vu, Momeité, qui a été plutôt bon aussi en Ligue 1 la saison passée. Rouli qui a de l'expérience de notre Ligue 1, qui est passé par Montpellier. On voit, il y a quand même pas mal de joueurs pour justement des petits paris, comme Valentin Carboni aussi qui vient de l'Inter, et des joueurs aussi pour avoir une certaine dynamique avec de l'expérience. Cornelius, certes c'est pas le top niveau, mais c'est des joueurs sur qui on peut compter. Par contre, Pierre-Emile Højbjerg, grosse surprise, qui arrive en prêt. Le franco-danois qui arrive en prêt du côté de la Canebière. Ça va être super intéressant de le voir évoluer du côté de Marseille. Et c'est déjà super intéressant de le voir évoluer. On le voit, Lilian Brassier aussi qui arrive du côté de Brest, hein, bien sûr. Il y a beaucoup de belles arrivées cet été. On espère quand même pas mal de cet effectif marseillais. Et on le voit, hein, les départs cet été, ça a été quand même pas mal de joueurs
aussi qui avait ce rôle de titulaire ou qui était plus au club depuis la saison passée, mais on voit Iliman Ndiaye qui a joué quasiment 2300 minutes, on voit Ismaël Assar 1800 minutes parce qu'il a été blessé, mais c'est deux gros joueurs de la saison passée, sur qui ils avaient beaucoup investi, sur qui ils comptaient beaucoup, qui partent du côté de la Première Ligue. On voit aussi Vitinha qui a été le plus gros transfert de l'histoire du club, qui repart pour 16 millions du côté du Genoa. Pierre-Emerick Aubameyang, voilà, 9 millions en Arabie Saoudite. Est-ce que ça se refuse pour un joueur de 35 ans? Je crois pas, mais c'est un gros départ, on va pas se mentir. On a Jonathan Klaus aussi qui était plus en odeur de sainteté du côté de Marseille. Je ne parle pas de santé. Hein. Ah, non, non, non. Faut pas faire ça dans une vidéo où tu parles de Marseille, sinon tu vas te faire huer dans les commentaires. Il y a Samuel Gigot aussi qui a, qui était arrivé au bout. On était arrivé au bout du projet, même s'il avait quand même un très bon apport, c'était plus ça, quoi. Et voilà, quelques Paolo Lopez, etc. Donc je pense que déjà ne serait-ce que sur le poste de gardien, je pense qu'il y a une amélioration parce que Paolo Lopez, il était pas mauvais, mais il était pas forcément non plus au niveau de ce qu'attend le club marseillais. Et Geronimo Rulli, on sait que c'est fiable. C'est fiable. Voilà, il y a quand même de la qualité qui est arrivée. On va tout de suite voir l'effectif. L'effectif qui est constitué de 3 gardiens. Je vais cliquer juste ici. Hop, là, ça va me permettre d'avoir Transfermarkt et l'effectif qui s'ouvre. 3 gardiens avec un Ruben Blanco qui est blessé, mais bon, un Balerdi qui est blessé aussi à la cuisse. Mais on voit, il y a quand même de la rotation. Mbemba, je pense qu'on peut l'écarter d'office. La saison, elle sera avec 4 centraux. S'ils ont besoin, ils iront le chercher. Il y a tous les postes qui sont doublés. Voilà, en vrai, tous les postes sont doublés. Il y a beaucoup de rotations qui sont possibles. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. On le voit, soit c'est un titulaire avec de l'expérience. Quand je dis de l'expérience, c'est 24, 25 ans, voire un petit peu plus. Et derrière, t'as un remplaçant qui peut venir le challenger, le piquer. On va voir Neil Maupay, vous voyez, 28 ans, le gars a des stats en carrière qui sont totalement à la hauteur. On va regarder un donné de performance, si je regarde de toute sa carrière, hors Ligue 1, sur toutes les compétitions, vous allez voir, c'est un joueur qui marque quand même pas mal. 102 buts en 376 matchs, c'est énorme. Neil Maupay qui est passé aussi du côté de Nice, du côté de Saint-Etienne, du côté de Brest, il est parti après du côté de la Première Ligue, il a su faire des choses, hein. Brentford, Brighton, Everton, et là il est à l'OM, et je pense qu'à l'OM ça va leur faire du bien d'avoir un joueur aussi hargneux, aussi intense, donc ils vont miser sur un groupe qui est renouvelé, voilà, comme souvent, comme tous les 2 ans, je pense, on peut le dire, pardon. Un coach aussi qui est là pour construire, qui est là pour la durée, une attaque tranchante, une attaque qui va être là pour tout découper, pour aussi tout montrer, et on va regarder, mais il y a une profondeur d'effectif pour faire tourner. Pour faire tourner, ça va être important, pourquoi? Parce que un coup de mou, une période pas bien, le coach qui demande aussi beaucoup de choses, qui demande beaucoup d'intensité à ses joueurs, et ben, à partir de là, on va se rendre compte que avoir un effectif profond qui est capable d'offrir des alternatives, ça va permettre à Marseille d'être performant sur cette saison. Moi, vous savez où je les mets, hein, mais on va regarder le calendrier de la saison, pardon. Le calendrier de la saison, ah mince, il s'est pas mis. Je vais vous sortir ça tout de suite. Le calendrier de la saison par compétition, on le voit, bon déjà ça commence bien parce que 3 matchs, 0 défaite, ils sont même fortement vus en tant que grosse équipe de cette Ligue 1. On le voit, hein, le 2-2 contre Reims, qui était plutôt une bonne affaire pour Reims. On le voit, ils sont 15e au moment où on parle. Et Marseille qui était premier à cette période-là. Ils étaient 15e au moment du match. Bon, c'est les premières journées, on découvre un petit peu aussi cette Ligue 1. Mais je pense qu'on le voit, hein, la première partie de saison de Marseille, enfin, le début de saison, c'est des gros chocs. On a un match contre Nice, ça va beaucoup compter là, lors de la reprise ce samedi. Un match contre Nice, un match contre Lyon derrière le dimanche d'après.
Des matchs qui vont énormément compter pour les Marseillais. Il faut savoir que Lyon jouera la Coupe d'Europe entre-temps, ou juste après, je crois. Beaucoup d'enjeux. Et surtout, s'ils arrivent à embrayer, à être réguliers, ils peuvent mettre des adversaires directs pour le podium, voire pour les places européennes, assez loin. Ils peuvent les distancer, pourquoi pas, parce que bah, ils les affrontent pas tout de suite, et quand ils vont les affronter, ils auront trouvé leur régime, ils auront trouvé leur rythme, et ces adversaires-là, eux, jouent la Coupe d'Europe. Et quand Marseille va les jouer, ben, ce sera en plein milieu de ces campagnes de Coupe d'Europe, on le voit. Hein. Là, ils jouent Lyon assez tôt dans la saison. Et ensuite, ils vont enchaîner avec Angers-Montpellier. Donc, deux équipes qui sont plutôt parmi celles qui vont être dans le bas de tableau. Là, il y a un match à Nice, un match à Lyon, un match à Strasbourg. Donc, tu as trois équipes quand même qui visent en tout cas des places européennes, qui devraient arriver là. Mais je pense qu'ils peuvent manger tous ces adversaires-là. Hein. Et après, on voit, hein, ça continue. PSG, c'est le 27-10. On le voit en 27 octobre. Il y a Nantes derrière. Ensuite, c'est Auxerre. Un calendrier qui est plutôt bien équilibré où on va pas enchaîner plus de 2 matchs contre des gros. À part là, bon, je dis des gros. Bon, Strasbourg non plus, c'est pas le. Ils étaient quand même, voilà, en deuxième partie de tableau de la saison dernière. Donc, c'est pas non plus un ogre, l'ogre strasbourgeois. Mais ouais, ça reste quand même voilà, une bonne équipe de cette Ligue 1. À part là, où on voit, hein, y a Lens, Monaco. Après, c'est plutôt équilibré. Hein. Là, on retrouve le duo OGC Nice et OL, ce qui va être intéressant. Angers, Saint-Etienne. Donc voilà, on voit aussi deux équipes promues qui vont s'enchaîner, même 3, avec Angers, Saint-Etienne, Auxerre. Et puis voilà, après, c'est plutôt des équipes qui vont être... voilà, une bonne organisation. La seule petite difficulté peut-être en fin de saison, ça va être Lille et Rennes pour finir la saison. Il y a le Stade brestois qui peut ne pas être aussi simple à prendre que dans ce début de saison où ils ont pris 5-1, qui était plutôt bien payé quand même. Il y avait de quoi les battre. Voilà pourquoi moi en fait j'ai décidé de classer Marseille deuxième dans mon classement. Mon pronostic, il faut savoir que ce classement-là, qu'on va revoir Marseille deuxième, parce que ben, pour moi, une équipe qui est constituée comme l'équipe marseillaise, et qui ne joue pas la Coupe d'Europe, qui n'a pas un calendrier où il y a des matchs tous les 3 jours, c'est une équipe qui se doit d'aller chercher le podium. Et quand je regarde les équipes qui anciennement étaient sur le podium, qui vont jouer la Ligue des Champions, qui vont pas forcément être dans des programmes simples comme Monaco, comme Brest, bah, je pense qu'elles seront pas aussi performantes que la saison passée, ou si elles le sont, c'est que ben voilà, on parle de Monaco et qui seront probablement à un régime moins élevé que celui de l'OM. L'OM qui la saison dernière a montré qu'à domicile il pouvait être très fort. Je pense que mentalement, s'il y a un petit déclic, et c'est une chose qu'on est en train d'observer, mentalement s'il y a un petit déclic, on pourra avoir un OM qui est retrouvé et qui va performer aussi à l'extérieur. On le voit déjà juste sur le début de saison, déjà 2 victoires à l'extérieur. C'est quasiment ce qu'ils ont fait la saison passée. On le voit, donc il va falloir qu'ils assurent aussi à domicile pour pas flopper, mais ouais, aujourd'hui, je pense que Marseille est capable d'aller chercher cette place. Moi, quand je regarde le classement que j'ai fait, on voit Paris, l'OM, Rennes. J'ai mis Rennes parce que pour moi, Rennes, bah, c'était la seule alternative. Je pouvais pas mettre Lyon sur le podium à un moment donné. Lille. Mais ça va changer, je pense que Rennes, ils vont passer à la place de Monaco. Rennes, je les vois hors podium, et c'est plus Monaco que je vois sur le podium, ou Lille peut-être. On va voir, on va réanalyser tout ça, on va refaire le classement, parce que là, la saison elle a commencé, le mercato il est fini. On a des tendances qui se dessinent. Là, moi, sur les previews, c'était en tout cas comme ça que je voulais mon classement. Parce que sur les previews, aujourd'hui, pour moi, le meilleur mercato, bah, c'est le mercato marseillais. On voit aussi le mercato rennais qui a été très intéressant. Il va falloir que la mayonnaise, elle prenne. Ils n'ont pas la Coupe d'Europe à jouer, ça aide aussi. Par contre, voilà, il y a des équipes qui ont un peu perdu de qualité. On pense notamment à Monaco qui a perdu Ben Yedder et qui l'a pas franchement remplacé avec un joueur de la même classe ou de la même expérience. Voilà, il y a beaucoup d'équipes qui sont plutôt moyennes. Et je le cache, hein, mais le FC Nantes qui est 17ème, voilà, j'ai hésité entre Nantes et Montpellier sur les previews.
à cette 17e place, parce que pour moi, il y a une des deux équipes qui va descendre. Nantes, ils sont en train de me casser les dents. Voilà. Voilà, ils sont en train de me casser les dents. Montpellier, peut-être que... sur malentendu. Non, en tout cas, pour moi, c'était une des deux équipes qui allait participer à la course au maintien très sérieusement cette saison. Nantes, ils sont en train de candidater plutôt à une place européenne. Voilà. Parfois, on se trompe. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter un petit peu ces équipes, à regarder un petit peu leur organisation, le coaching, etc. On va suivre les équipes de Ligue 1 tout au long de la saison. Moi, le week-end prochain, j'ai du coup un match au PFC, donc à Charletti. Ensuite, au Parc, je vais voir Paris-Brest. Je vais ensuite aussi voir Lens-Lyon. Donc je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Mais je vais essayer de vous faire un truc assez exhaustif. Mais franchement, ouais, il y a un gros week-end football qui m'attend. Ça va être super intéressant de pouvoir voir tous ces clubs, visiter tous ces stades. Je vais voir 3 stades la semaine prochaine. Beaucoup d'équipes aussi qui sont intéressantes parce que là c'est Paris FC Metz, Paris Saint-Germain contre Brest, donc un duel d'équipes en Ligue des Champions. Ensuite on a Lens-Lyon, donc pareil, deux équipes qui étaient censées être européennes cette année. Bon, qu'on participé en tout cas aux phases éliminatoires. Ça va être très très intéressant. En tout cas, moi je voulais vous remercier. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'animations. On va se refaire une vidéo sur notamment sur le classement de cette Ligue 1. Là, dans les prochains jours, je vous propose ça avant la 4e journée, je l'espère. Et on pourra débattre un petit peu de pourquoi j'avais mis telle équipe à tel endroit. C'est plutôt un live. Là, ce sera plutôt un live où on va construire ce classement ensemble. Ça va être assez sympa, voilà. Détendu. Et ça, c'était la dernière preview. Et je vous remercie et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne Gaofu. Ciao, ciao. Et merci Alex. Merci à vous. On arrive bientôt. Allez, ciao, ciao.